Bonjour à tous, c'est Geoffroy Julien Kouao, juriste, essayiste et analyste politique qui pose son regard sur l'actualité ce matin. Et ce qui fait l'actualité, c'est bien évidemment la conférence de presse hier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Bonjour Julien. Bonjour Ange. Je rappelle que votre dernier essai, Le Premier ministre Un prince nu, repenser le régime politique ivoirien, est publié aux éditions Plume Habile. Avec vous ce matin, nous allons faire une lecture des aspects politiques et institutionnels de la conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors, première question toute simple, comment comprendre cet exercice si communicationnel? Il y a là une volonté pour la primature de communiquer avec la presse, mais aussi avec l'ensemble de la population ivoirienne. Si vous observez bien, c'est la deuxième fois depuis le début de l'année 2018 que le Premier ministre s'exprime devant la presse. C'est la traduction d'une volonté manifeste de la primature de communiquer sur sa mission principale qui consiste à animer et à coordonner l'action gouvernementale. Et à expliquer aussi ce qu'ils font. Évidemment, évidemment. Donc c'est un bel exercice, mais je pense qu'il serait heureux pour notre démocratie qu'en plus des conférences de presse, le chef du gouvernement ait des échanges contradictoires avec ses principaux opposants. Par exemple, un débat public contradictoire avec M. Abdraman Sangaré, M. Afin Guessan, M. Mamadou Coulibaly, Mme Daniel Boni Claveri. Alors, pourquoi doit-il faire souvent cet exercice? Là, il disait que 8 mois, c'est long. Il va falloir en faire beaucoup plus régulièrement. Pourquoi devrait-il le faire? Et si nous étions, par exemple, dans un régime parlementaire, est-ce que cet exercice-là s'imposerait? Bon, pourquoi il doit le faire? Parce que la politique, c'est de la communication. Donc là, nous sommes dans la communication politique. Le problème, c'est que ces conférences de presse, ces échanges avec la presse et les populations n'ont pas d'effet juridique, encore moins politique. Si nous étions, par exemple, dans un régime parlementaire, ce serait, par exemple, devant les députés que le chef du gouvernement irait s'expliquer. Et en ce moment-là, il aurait un véritable enjeu politique. Parce que si, par extraordinaire, les parlementaires n'étaient pas d'accord avec sa vision politique, avec ses actions politiques, le Premier ministre en payerait le prix par le biais d'une démission de son gouvernement. Alors, que signifie à vos yeux le choix de la thématique, de cette thématique de la conférence de presse du Premier ministre, tout pour le social? Je pense que le Premier ministre voulait là répondre au récent rapport de l'Union européenne qui reprochait au gouvernement ivoirien de ne pas faire assez pour le social. Pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance. Des fruits de la croissance. Donc le Premier ministre veut montrer là qu'il a entendu, n'est-ce pas, le message de l'Union européenne. Mais en même temps, c'est une réalité. Non, c'est une réalité, c'est une réalité. Le social est le talon d'Achille de la gouvernance de M. Ouattara. Nonobstant certaines avancées, le taux de pauvreté reste toujours élevé. Le problème de l'école, le problème des infrastructures sanitaires, le problème de l'emploi des jeunes. Donc je pense que le gouvernement doit mettre l'accent sur la dépense publique en mettant en avant la construction de nouvelles infrastructures sociales, mais aussi à augmenter le personnel dans ce domaine-là. Alors, il a également évoqué une question essentielle aujourd'hui, c'est la réforme de la commission électorale indépendante. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non, je n'ai pas été convaincu par le Premier ministre sur cette question parce que pour lui, la réforme dont parle le président de la République, c'est pour les élections de 2020. Évidemment, il est dans la même ligne droite que le président puisqu'il l'a de la République. récemment. Mais si vous lisez bien le discours présidentiel du 6 août 2018, le président parlait de la réforme pour qu'on ait des élections
inclusive. Donc il a parlé d'élections au pluriel, donc des élections locales et de l'élection du président de la République. S'il voulait faire allusion uniquement à l'élection de 2020, il parlerait au singulier. Mais je pense que pour notre démocratie, il serait heureux que cette réforme se fasse avant les élections locales, parce que ça pose un problème politique et juridique. Quelle est la valeur juridique et politique des élections organisées par une CEI que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a nécessité de la réformer? Si la CEI peut organiser les élections locales, alors il n'y a pas lieu de la réformer pour les élections de 2020. C'est une question de cohérence. Très bien. Il est également revenu sur cette tension autour du RHDP. C'est vrai que le PDCI s'en est allé, mais on sent là quand même qu'il y a toujours cette envie de retrouver le PDCI. Oui, c'est un appel ouvert au retour du PDCI. Le Premier ministre l'a très bien dit. La place du PDCI, c'est au RHDP. Je pense que là, le Premier ministre se met dans la posture d'un homme politique qui veut ratisser l'âge, qui veut rassembler. Et c'est une bonne chose, mais je pense que son appel ne sera pas entendu. Le PDCI... Ah, qu'est-ce que vous en savez? Oh non, je pense que le PDCI est parti et que le PDCI... ne reviendra plus. Les divergences, les contradictions sont trop grandes pour qu'elles soient jugulées actuellement. Et toute dernière question qu'on va évoquer dans le cadre de ce regard sur l'actualité, c'est l'amnistie. C'est sûr maintenant, les militaires ne seront pas libérés tout de suite. À l'observation, quand on écoute le Premier ministre, il s'agit bien là d'une amnistie personnelle. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux catégories d'amnistie. L'amnistie in rem et l'amnistie personnelle. L'amnistie in rem porte sur les infractions, sur les faits délictueux, c'est-à-dire efface les faits délictueux. Subséquemment, tous ceux qui ont participé à la commission de l'infraction en bénéficient. Alors que dans le cas d'une amnistie personnelle, l'amnistie porte sur les personnes qui ont commis l'infraction. Donc c'est une amnistie intitulée personnée, qui est faite en considération de la qualité de la personne. Et dans ce cas-là, tous ceux qui ont participé à la commission de l'infraction ne bénéficient pas de cette amnistie. C'est-à-dire que l'auteur peut en bénéficier, mais le co-auteur et le complice, non. À l'observation, en excluant les militaires de cette amnistie, nous sommes bien dans le cadre d'une amnistie personnelle. Mais je pense qu'il serait heureux pour notre démocratie et pour la réconciliation nationale recherchée à travers cette amnistie, que cette amnistie ait une portée absolue et concerne aussi les militaires. Parce que, regardez bien, si nous voulons aller à la réconciliation, c'est réconcilier tous les Ivoiriens, les 22 millions d'Ivoiriens. Mais il est évident que les familles, les parents de ces militaires encore incarcérés auraient du mal à voir d'un bon œil la route de la réconciliation nationale, ce qui serait dommage et ce qui porterait un coup au très beau discours du président de la République le 6 août dernier. Je vous remercie. Très bonne journée. Très bonne journée, merci.